petite musique, rien que pour se marrer, quand on a le tic des horloges cassées. Une petite musique, rien que pour chanter, au fond des barriques que l'on a vidées. Une petite musique, rien de bien méchant, pour casser les briques de nos bâtiments. Une petite musique que l'on chantait tous. Je vais surtout consacrer mes premiers podcasts aux langages oraux, écrits, mathématiques, scientifiques et artistiques, sauf au langage musical. Il est temps que je répare cet oubli parce que, pour moi, c'est un langage tout aussi indispensable que les autres dans les écoles du troisième type. Dans toutes, il devrait y avoir, et sans hiérarchie, un atelier musique aux côtés des ateliers mathématiques, écrits, scientifiques, peinture, argile, marionnettes, vidéo, images animées, etc. J'ai rabâché que les langages sont des outils cérébraux qui, à partir des informations perçues par les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, créent, interprètent et produisent des représentations plus ou moins codifiées. Si le social historique de notre espèce a quelque peu réduit nos facultés gustatives, tactiles et olfactives dans les interrelations qui relient aux autres et au monde, l'ouïe est avec la vue le sens le plus utilisé. La parole en est née. Tout langage procure des pouvoirs, étant notre puissance, ce d'autant qu'il procure en même temps une jouissance. Lorsque le jeune enfant prononce ses premiers arre, il ne parle pas, il crée sa première musique et découvre un pouvoir et une jouissance. Il n'y a pas de parole sans musique, c'est-à-dire sans modulation volontaire ou involontaire des sons en jouant sur l'instrument des cordes vocales, et personne ne s'y trompe quand il interprète l'intonation d'une voix qui ne dissimule pas ce qu'il y a sous le sens codifié des mots prononcés. On sait bien que lorsqu'on met des mots en musique, ils prennent une autre force. Aurait-on lu la poésie de Brassens autant qu'on l'a écouté chanter? D'autre part, si on ne veut pas être emprisonné par les langages des autres, il faut en acquérir les pouvoirs qui font aussi comprendre que les langages créent l'expression de représentations de monde qui ne sont que ce que chacun en fait. C'est lorsque, autrefois, les enfants de ma classe ont réalisé leur premier film qu'ils n'ont plus jamais regardé la télé, qui se répandait alors, comme une reproduction d'une vérité absolue. Tant que l'on n'a pas compris en le pratiquant que le langage mathématique est une création de l'esprit, on est asservi par les chiffres et on nous asservit par les chiffres. Il est fondamental de démystifier tous les langages sociétaux si on ne veut pas être asservi par eux. Définissons donc la musique comme l'agencement volontaire de bruit pour créer un monde sonore porteur d'informations qui nous impactent. Elles impactent celui qui les produit, elles impactent ceux qui les perçoivent. Il faut remarquer que la musique a commencé à envahir toutes les oreilles, surtout à partir du moment où les Noirs américains s'en sont emparés sans avoir appris la musique, en créant du son au lieu de se contenter d'en reproduire, et peut-être surtout pour exprimer ce qu'ils ne pouvaient faire autrement. Le jazz n'est pas seulement un genre musical, il a été l'appropriation d'un langage créateur par tout un peuple. Exemple, cette musique funéraire de Armstrong qui image la culture des Noirs états-uniens.
is crying as they low old Brother Gate in the ground. And old Rev will say ashes to ashes, dust to dust. It's too bad old Gate couldn't have stayed on earth with us. To the hall playing, didn't he rumble? Il y a donc toujours eu un atelier musique permanent dans les 2 écoles successives où j'ai fait ma carrière d'instit. C'est d'abord dans le mouvement freinet, tout au moins dans une frange, que la musique a été considérée comme une activité créatrice aussi importante que toutes les autres. Cette activité était aussi celle qui invente ce qui peut produire des sons que l'on contrôle et que l'on agence. Des bouteilles remplies d'eau à divers niveaux, aux lames de carillon reposant sur des élastiques au-dessus d'une caisse de résonance fabriquée, ou même au-dessus de tuyaux PVC qui en faisaient un vibraphone. En passant par tout ce qui pouvait se percuter ou se gratter, jusqu'aux fils métalliques tendus entre des blocs de polystyrène récupérés d'emballage qui transformaient toute une salle en un immense instrument de musique. Paul Delbasti, qui a beaucoup fait pour la création musicale par les enfants, avait même inventé un instrument, l'ariel, qu'il fallait accorder en déplaçant les plots qui sous-tendaient les cordes. Lorsque sont apparus les claviers électroniques peu chers, il y avait même ce qui pouvait s'apparenter à un piano et se rajoutait aux harmonicas et autres flûtes, ocarinas ou pipeaux. À Moussac, l'atelier était installé dans un couloir coupé en 2 et insonorisé avec des emballages d'œufs. Il était sans cesse occupé. Et je savais souvent, rien qu'en écoutant ce que les enfants produisaient, quels étaient leurs états d'âme du moment. Un tel y venait chaque fois qu'il avait du mal à se libérer d'une émotion. Un autre pour exprimer ou obtenir du bien-être. Un autre pour illustrer musicalement une vidéo, ou transformer une peinture en harmonie sonore, etc. Tous étaient dans le tâtonnement expérimental de la création et de sa jouissance. J'apprenais moi-même à écouter ce que pouvaient vouloir dire des sons, rien qu'en les écoutant. En somme, les enfants m'apprenaient la musique. Ce qui ne peut se dire ou ne peut se libérer par des mots ordinaires, la musique, la peinture, la danse, le mime, une marionnette, le font avec force. Dans chaque atelier, chacun pouvait improviser de la musique, en écouter et en enregistrer. Je fais partie de ceux qui ont toujours eu un magnétophone dans la classe. S'enregistrer pour se réécouter, pour peaufiner sa création, mixer, la faire écouter à d'autres, l'envoyer. Une des activités les plus étonnantes dans cet atelier était le chant libre devant le micro du magnétophone. Les enfants s'y adonnent assez naturellement. Qui n'a pas fini par être exacerbé par les mélopées lancinantes ou les ritournelles abracadabrantes d'un petit dans la voiture au cours d'un voyage interminable. C'est dans ces productions que l'on découvre la puissance libératrice de la musique quand elle provoque la parole. Chaque fois que j'écoutais un de ces enregistrements improvisés,
je découvrais ce qu'un enfant n'aurait jamais dit à qui que ce soit. On retrouve le même phénomène que lorsqu'un enfant improvise avec une marionnette derrière un castelet. Sur la montagne, j'ai vu un oiseau qui a chanté. Le soleil a brillé, c'est le printemps. Devant ma maison, j'ai vu une fleur qui a poussé. Le printemps est là, les oiseaux chantent sur la montagne, mais bientôt ce sera l'hiver. Et un beau jour, il y avait plein de neige devant ma maison. Je te voyais partir avec une valise. J'avais envie de pleurer. Mais la musique, c'est aussi une création collective. Dans les années 60, le musicien Karl Orff inventait une méthode d'improvisation collective avec divers instruments. Une timbale, divers carillons ou xylophones, des triangles, des cloches, tambourins et autres percussions. L'astuce, les lames du fa et du si étaient enlevées des carillons pour créer dans la gamme pentatonique ce qui évitait les associations discordantes entre les instruments. Je m'en étais inspiré. Nous commencions les séances par un temps d'imprégnation d'un tempo donné par ce qui remplaçait une timbale. La timbale d'un orchestre nécessite l'implication de tout le corps debout dans l'obtention d'un tempo régulier, ce qui est beaucoup plus facile qu'avec des percussions ne mobilisant que la main ou les membres antérieurs. Un tel instrument n'étant pas dans nos moyens, nous le remplacions par des barils de lessive vides ou n'importe quelle caisse pouvant résonner. Puis, tour à tour, les participants intégraient quelques notes ou rythmes de percussion qu'ils pouvaient répéter dans le tempo. Il fallait une écoute intense des autres pour arriver à ce qui était presque une transe et produire une création collective. Mais alors, quelle jouissance! Au début, il faut cependant un peu diriger pour éviter les empressements immédiats, que les enfants s'imprègnent du tempo et faire prendre l'habitude du temps d'écoute des autres pour être avec tout le monde. Après de telles séances, je constatais presque toujours d'autres comportements dans le groupe. Un jour, nous reçûmes une cassette audio d'une classe suisse qui recevait des enfants proches de l'autisme. L'enseignant débutait toutes les matinées par une séance de musique telle je l'ai décrite. En plus, dès qu'un enfant le sentait, il allait prononcer un mot, parfois un cri, ou une courte phrase. Et ces enfants exprimaient alors ce qu'ils ne pouvaient exprimer comme les autres. L'impact fut immense lorsque nous écoutâmes leur premier enregistrement, et les enfants de ma classe répondirent alors de la même façon. Nous communiquions. Ce fut la plus étrange et la plus passionnante correspondance que nous n'ayons jamais faite. Le rythme musical a un pouvoir étonnant. Les tambours du Bronx, qui parcourent encore la planète aujourd'hui,
sont nés dans le quartier le plus défavorisé de Nevers. Un jour, un éducateur qui n'arrivait plus à juguler la violence d'un groupe de jeunes récupéra quelques fûts métalliques vides, des barres de bois, et leur dit « Vous voulez taper ? Eh bien, allez-y, tapez, mais tapons ensemble. » Les chants libres étaient toujours dans un rythme répété. Avec le rythme et une mélodie, laissez venir les paroles. Et celles qui viennent sont surprenantes, et souvent de ceux qui, habituellement, s'expriment peu. Le rap en est le plus bel exemple. Et je me dis que les Racine ou Corneille n'auraient peut-être rien écrit sans la musicalité et le rythme des Alexandrins. De là à dire que c'étaient les premiers rappeurs, bon. J'ai d'ailleurs toujours été intrigué par l'origine du rythme qui régit ou permet l'appartenance à un groupe. Je n'ai compris l'enjouement pour le rock et pour toutes ces musiques aux harmonies barbares que lorsque, à 60 ans, j'ai assisté à mon premier concert. C'était les batteries, les basses, dans un son qui agressait mes oreilles, qui mettait des centaines de personnes en mouvement comme un corps unique. Et je me suis surpris à bouger moi aussi, très très modestement. Une musique qui finalement sert surtout à se sentir ensemble. Je suis convaincu que ce qui rassemble tant de jeunes à subir des décibels, c'est le besoin d'appartenance qu'ils trouvent de moins en moins dans le monde ordinaire. Il y a probablement aussi le besoin de se libérer des tensions que provoque notre société. Toutes les danses folkloriques sont aussi faites pour faire mouvoir de façon identique une communauté, sauf que les mouvements sont codifiés et qu'il faut les apprendre. Il n'empêche que je m'interroge toujours sur ces rythmes musicaux qui sont mathématiques dans nos sociétés dites civilisées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, scandent les professeurs de danse. Dans l'atelier musique, il y avait bien sûr aussi tout ce qui permettait l'écoute collective, avec des enceintes, ou individuelle, avec des casques, de toutes les musiques dans tous les genres. Quelques-uns ne commençaient jamais leur journée sans un bain de musique qu'ils affectionnaient. Il m'arrivait souvent de mettre le matin en arrivant, avant les enfants, une musique de fond qui créait une atmosphère. Les enfants adoraient que ce soit une musique tahitienne. Il est vrai qu'elle créait une légèreté joyeuse. Je ne suis pas musicien. C'est d'ailleurs mon seul profond regret. Pas plus que je ne suis mathématicien, scientifique ou romancier ou même sportif. Je n'avais donc rien à transmettre. Mais notre but n'est pas de faire des enfants des musiciens, pas plus qu'il ne l'est dans les autres langages de faire des écrivains, des mathématiciens ou des scientifiques. Mais nous devons ouvrir les portes de tous les langages, donner les conditions qui permettent leur utilisation. Ensuite, ce sont les musiciens qui viennent jouer du piano, de la guitare, dans l'école, se mêler aux enfants, qui, eux, feront aller plus loin ceux qui le veulent, qui apporteront les éléments techniques et les connaissances nécessaires. Souvenez-vous ce que j'ai souvent raconté. C'étaient les enseignants qui ne savaient pas nager, qui réussissaient le mieux à ce que leurs enfants se débrouillent sans se noyer dans le grand bassin de la piscine. Mais ensuite, c'étaient les maîtres nageurs qui apprenaient le crawl à ceux qui voulaient nager plus vite. On me dira que les jeunes n'ont pas besoin de l'école pour avoir de la musique à longueur de journée dans leurs écouteurs ou pour créer des groupes avec guitare électrique et autres instruments électroniques et rapper. Ils n'ont pas eu besoin de l'école non plus pour créer des vidéos qui envahissent YouTube et que beaucoup visionnent avec assiduité et s'échangent. Certes,
Mais c'est justement parce qu'ils en ont fait un véritable moyen d'expression et de communication que ces langages ont toute leur place dans l'école. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu besoin de l'école pour apprendre à parler que le langage oral deviendrait secondaire. Renverser l'ordre habituel. Demander à ces jeunes dits en difficulté d'expliquer et d'apprendre à rapper à leurs profs et toutes les portes des autres langages s'ouvriront pour eux et pour leurs profs. Parce que tous les langages s'interpénètrent les uns les autres. Le langage musical et le langage corporel évidemment, mais aussi avec le langage mathématique, le langage scientifique, le langage verbal. On peut tout faire avec la musique. De l'écrit, de la poésie, de la science, de l'histoire, de la géographie, des maths et même de l'anglais. Et les profs de collège qui s'inquiètent beaucoup de l'interdisciplinarité. Entre camarades, chanter dans la cour, une chanson paillarde, mais quand même d'amour, une chanson pour rire ou bien pour pleurer. Et s'il faut choisir, il vaut mieux chanter une chanson comme ça, un peu populo, qui pense tout bas ce qu'elle danse tout haut. Allez, fais-la moi, ça n'est pas grand-chose, même si tu vois pas que la vie est en rose. Elle peut être en bleu, en fleur, en prairie, en vache ou en bœuf, en bélie. Une chanson connue qu'on n'a pas encore chantée dans la rue, entendue dehors. Une petite chanson, belle et toute nue, et qu'un accordéon avait retenu. Un petit opéra qu'on n'attendait plus, mais qu'on attendra, même s'il est pas venu. Ça sera quand même bien, on aura plus froid, et même si c'est rien, on inventera. La 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 la, lo 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 lo, lo la 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 la, lo la 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 la.